Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition de Ici c'est hockey. On a une édition spéciale en ce lundi 22 février, un concept particulier, c'est un duo père-fils qui nous attend aujourd'hui comme invité. On va d'abord recevoir Sébastien Bordelot, coach en développement des Prédateurs de Nashville, et par la suite son fils Thomas Bordelot, qui est un choix de deuxième ronde des Sharks de San Jose qui joue pour les Wolverines de l'Université du Michigan. Donc, on va commencer avec Sébastien qui va nous joindre dans quelques instants. Sébastien Bordelot, on va commencer à le mettre en contexte pour vous, chers amis, qui ne le connaissez peut-être pas. C'est un joueur de hockey professionnel qui a un parcours assez rempli. On va dire ça comme ça, et je vais me permettre de faire un peu la nomenclature de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Sébastien a une carrière de 17 ans comme hockeyeur professionnel. Salut Sébastien! Salut Mathieu! Ça va bien? Très bien, toi? Très bien, merci. Très content que tu aies accepté mon invitation. Je te remercie de participer à mon projet, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Donc, je vais continuer à te mettre en contexte pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas. 17 ans comme hockeyeur professionnel, 10 saisons en Suisse, 7 saisons dans le hockey professionnel nord-américain, dont 4 équipes de la LNH. Le Canadien, le Wild, les Prédateurs et les Coyotes. Sébastien, tu as une feuille de route qui est très, très remplie. Puis toi, après ta carrière de joueur, tu as choisi que ça ne s'arrêtait pas là. Tu as continué de t'impliquer. Tu as été skills coach du Canadien de Montréal pendant quelques saisons. Aujourd'hui, tu travailles dans l'organisation des Prédateurs de Nashville. Je vais commencer avec une première question très simple. Quand on dit development coach, qu'est-ce que c'est exactement? C'est plus un mentor. Tu vois, quand les joueurs sont repêchés par les Preds, les recruteurs ont fait leur travail. Maintenant, ils nous appartiennent, ils sont dans notre organisation. Maintenant, moi, je m'occupe des attaquants et puis je dois superviser leur développement, s'assurer qu'ils continuent à bien progresser s'ils jouent au niveau junior, s'ils jouent au collège américain, s'ils jouent en Europe. Donc, c'est un suivi assez accru. Je regarde presque tous leurs matchs. Je fais des rapports par rapport à notre organisation. S'il y a des choses que j'aime pas par rapport à leur présence ou à leur match, je dois faire des correctifs, puis on fait des rencontres ensemble. Normalement, dans une vie sans COVID, je voyage beaucoup, puis je vais aller voir plusieurs fois pendant la saison. Maintenant, tout est en vidéo. On a une personne attitrée à Nashville qui fait que ça, qui s'occupe juste de mes joueurs à moi, qui m'envoie toute leur présence. Donc, c'est plus facile à regarder que juste à regarder tout le match. Fait que je fais un suivi comme ça. Je m'assure que leur nutrition est bonne, que ça se passe bien avec leur entraîneur. Des fois, je peux peut-être avoir différents problèmes dans leur vie amoureuse, ou je peux peut-être les diriger avec nos psychologues sportifs, les nutritionnistes qui travaillent avec nous aussi. Fait que j'essaie d'être un petit peu un rôle de grand frère pour être certain que quand ils arrivent proche de la Ligue nationale, ben, qu'ils soient prêts et qu'ils ont juste à performer. Donc, on essaie de les modeler vers la Ligue nationale selon ce qu'on pense qu'ils devraient être plus tard. C'est vraiment un rôle d'accompagnement, si je oui. comprends bien. Oui, puis dis-moi, d'où ça t'est venu, cette pédagogie-là, de vouloir ensuite être un peu, comme tu l'as dit, le grand frère, pour certains joueurs, après avoir été ce gars-là qui s'est beaucoup promené lors de ton passage en Amérique du Nord. On va y venir un peu plus tard dans l'entrevue. Mais qui a quand même fait quelques villes. J'imagine que de ton passé de joueur de hockey qui s'est promené pas mal, tu peux leur donner quelques conseils quand des fois ils trouvent ça plus difficile, ce qui se passe dans leur carrière. Oui, j'ai roulé ma bosse, puis ça n'a pas toujours été facile. J'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des déceptions, j'ai eu des bons moments. J'essaie de partager mon expérience puis mon parcours que j'ai eu pour eux, parce qu'on sait que c'est pas facile de se rendre à la Ligue nationale. Il y a très peu d'élus, donc j'essaie de les aider le plus possible par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Puis cette idée-là, évidemment, ça commençait avec Thomas qui jouait. Que moi, je voulais qu'il se développe bien en tant que joueur de hockey. Mais par la suite, après, quand je suis revenu ici en 2012, je trouvais que c'est un aspect qui manquait beaucoup au Québec, le développement des joueurs individuels. Puis j'essayais de
de faire ce que moi, j'aurais aimé avoir en tant que joueur. On s'entend, à un jeune âge, c'était d'autres choses, mais quand je suis arrivé junior ou quand je cognais à la porte de la Ligue nationale puis que j'étais dans la Ligue américaine, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un comme moi qui aurait pu m'aider à me développer à un autre niveau. Quand j'étais encore en Suisse, une petite anecdote, à l'âge de 34 ans, j'ai embarqué sur la glace avec Simon Després, Charles-Olivier Roussel, Élie Cherbatov, puis d'autres joueurs. J'avais 34 ans, eux autres, ils avaient, si je ne me trompe pas, 14-15 ans. Puis je faisais du power skating avec eux autres parce que je voulais continuer à avoir des bonnes saisons en Suisse. Puis c'est tout cet aspect-là qui me manquait, moi, en tant que joueur, que j'aurais aimé avoir, que j'essaie d'amener au niveau du développement à différents niveaux, que ce soit hockey mineur, que ce soit avec les filles d'équipe Canada, que ce soit avec les Preds ou les joueurs que j'ai l'été. Très intéressant. C'est cool de voir aussi un joueur qui essaie de partager son expérience puis de faire bénéficier justement de tout ce véhicule-là que tu as eu. On va commencer justement par faire un peu une nomenclature plus précise de ta carrière. Je vais te poser une première question que tu as eue de nombreuses fois, qu'on a peut-être même déjà discuté ensemble à l'époque où je travaillais pour les Phoenix, puis on se croisait dans la fameuse loge au multiglace. Parle-moi de ton passage professionnel. Après avoir brûlé le junior, des stats assez phénoménales, tu as passé pro avec les Canadiens de Fredericton et c'était nul autre que ton père, Paulin Bordelot, qui était l'entraîneur-chef. Parle-moi de comment ça s'est passé. Ça a dû être un double défi de passer pro avec son père comme coach. Est-ce que ça a été plus positif ou plus négatif? Parle-moi un peu de ça. Au moment que tu deviens un joueur professionnel, le job de l'entraîneur, c'est quand il y a des prospects, c'est d'essayer de les développer le plus possible pour la Ligue nationale. C'est ça son mandat numéro un. Évidemment, s'il arrive à gagner à travers ça, tant mieux. Moi, je suis arrivé là, puis oui, comme tu as dit, j'avais une bonne saison ma dernière année junior à 19 ans. Fait qu'on arrive là, puis on pense que ça va être pas facile, mais que la progression va se faire naturellement. Puis ça a été quand même un ajustement au début. Puis, ben, je jouais pas si bien que ça. Puis le job de l'entraîneur, c'était de me remettre sur le droit chemin. Puis cet entraîneur-là, c'était mon père. J'ai toujours une super belle relation avec mon père, sauf que là, ça a quand même été plus difficile. Je le prenais un petit peu personnel. Lui, il n'a rien fait de différent, je pense, qu'il aurait fait avec d'autres prospects, mais moi, je le prenais un petit peu plus personnel. Et de ce côté-là, ça a été un petit peu difficile au début. Même qu'à l'occasion, j'appelais ma mère, qui habitait à Fredericton avec mon père, puis je disais, j'appelais pour prendre des nouvelles, puis je dis, est-ce que Paille est là? Elle disait non. OK, ben je m'en viens. Mais s'il était là, je ne voulais pas y aller. Je le voyais assis à l'aréna. Mais aujourd'hui, on en rit quand même un peu, puis il a fait son travail parce que il m'a poussé, il m'a développé, puis je me suis retrouvé dans la Ligue nationale, puis j'ai eu quelques bonnes saisons. Fait qu'il a fait sa job, qui était de me développer, puis quand je jouais pas bien, mais de faire que je performe. C'est pas toujours évident parce que contrairement à moi, depuis le début, depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai embarqué un peu dans le développement avec Thomas, depuis qu'il avait 7, 8, 9, 10 ans. Mais mon père, moi, ne m'avait jamais coaché. La première fois qu'il me coach, c'est au niveau professionnel. Ça, je te dirais que ça a été un ajustement, mais je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il ne faut rien à dire de ce côté-là. Puis tu dis que tu jouais pas bien, mais j'ai regardé tes statistiques, évidemment, avant l'entrevue. Tu es loin d'avoir de mauvaises statistiques. Là. Tu parles presque d'un point par match. Parle-moi un peu de ça, plus en profondeur. Ouais. Quand tu dis que tu jouais pas bien, c'est des détails. Quand un joueur, je dis, c'est correct de faire des points. Tu peux faire des points sur power play. Tu peux avoir un but, une passe, deux passes, ou peu importe. Si c'était des bonnes minutes de jeu de qualité, tu vas faire des points, mais d'être bon dans les détails. Que ce soit sur le forecheck, que ce soit sur le backcheck, que ce soit sur les jeux au niveau des lignes, des situations critiques au niveau des zones critiques au niveau de la glace. Ben, mes détails n'étaient pas bons. Puis ces détails-là, ils font que les joueurs réussissent dans la Ligue nationale ou ils ne réussissent pas. J'ai tout le temps été un joueur rapide, tout le temps un joueur offensif, mais pour la prochaine étape, qui pour moi, la Ligue américaine et la Ligue nationale, c'est la plus grosse étape à franchir. Je pense que du junior à la Ligue américaine ou du midget au junior, du bantam au midget, c'est une progression qui se fait assez naturellement. Tu vieillis, puis tu t'adaptes assez facilement. Mais la Ligue nationale, je
Je te contais une petite anecdote. Mais oui. Quand je suis arrivé à mon premier shift dans la Ligue nationale, je suis arrivé au banc. Je pensais que j'allais vomir. Je voyais des étoiles, puis mes jambes étaient en feu. Puis j'ai eu une petite pensée dans ma tête. Je pensais, bon, jouer ici. Qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a aucun bon sens. Je suis passé en forme. Fait que j'ai resté au début, mon premier call-up, j'ai resté à peu près 4 matchs. Puis, évidemment, quand on est dans le bureau du coach, puis il dit, bon, écoute, tu vas retourner dans les mineurs, tout ça, j'ai jamais dit, mais entre guillemets, j'étais quand même content parce que j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à jouer à la Ligue nationale à 20 ans. J'étais pas assez en forme, j'étais pas assez fort physiquement. Je trouvais que mon processus de lecture de jeu, de m'adapter, j'étais pas rendu là. Fait que ce petit goût-là que j'ai eu au niveau des 4 matchs me motivait encore plus lorsque je suis retourné dans l'américaine pour vraiment continuer à progresser et me préparer pour la prochaine fois que je vais être appelé. Puis la fois suivante où tu t'es fait rappeler, ça s'est mieux passé. Oui, moi, ça a bien été. J'ai resté en haut à peu près 28-30 matchs. C'était pas avec le Canadien, ça. Oui, avec le Canadien. Quand que ça a été, je te dirais, la période avec Mario Tremblay, puis tous les changements qu'il y a eu dans l'organisation du Canadien à cette époque-là. Et puis, je faisais mon bout de chemin tranquillement, mais il y avait quand même beaucoup d'adaptations qui avaient été faites au niveau de l'organisation. Fait que les jeunes joueurs, ils prenaient leur place tranquillement, mais on avait encore des croûtes à manger. Fait que j'ai fait mon 28 matchs, il y avait eu des blessés. Après ça, ils m'ont retourné à Fredericton pour les playoffs, la fin de l'année et les playoffs. Malheureusement, j'ai fait une pneumonie vers la fin de l'année. Je n'ai pas été capable de performer comme j'aurais aimé. Mais c'est quand même une belle expérience. J'ai passé presque 30 matchs dans la nationale. Puis après ça, tranquillement, j'ai fait mon bout de chemin. Parle-moi de ton expérience avec le Canadien. Qu'est-ce que ça a été pour toi d'être repêché par le Canadien, de jouer tes premiers matchs dans la Ligue nationale avec le Canadien? Comme francophone, je sais que tu es né à Vancouver. Comme francophone, qu'est-ce que ça fait de jouer dans un marché comme Montréal? Puis, je ne sais pas si tu as une anecdote ou un souvenir en particulier unique à ce marché-là. Ben, mon premier match en Ligue nationale, il est vraiment passé sous le silence. Là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mon premier match en Ligue nationale, c'était à Colorado, après l'échange de Patrick Roy. Je te crois pas! C'est le premier match. Mon premier match, c'est quand le Canadien est retourné jouer à Colorado contre Patrick. Disons que l'attention n'était pas trop sur moi. Tu avais juste une colonne dans le journal. By the way, Sébastien Modular joue son premier match dans les nationales. Fait que c'était drôle. Puis évidemment, quand tu es sur la route, le Canadien, on n'avait pas le dernier changement. Fait que j'embarque sur la glace mon premier chiffre. Puis je me souviens plus c'était qui l'entraîneur à Colorado dans ce temps-là. Puis on est mis au jeu directement en avant du banc du Canadien. Puis il embarque Joe Sakic, Peter Forsberg, puis Valérie Kaminski, je pense. Puis là, je vois mon Mario qui me regarde. Il dit Sébastien, changement! Mais là, je me dis, ça va vite dans ma tête. Je me dis, si je gagne ma mise au jeu, je suis obligé d'aller changer. C'est mon premier chiffre dans les nationales. Fait que là, je dis, qu'est-ce que je fais? Je la gagne-tu ou je la gagne pas? J'ai eu ce petit moment-là, puis finalement, j'ai dit, je vais essayer de la gagner. Finalement, je ne l'ai pas gagné. Fait que, contre Joe Sakic, c'est quand même. Fait que là, j'ai fait un chiffre qui avait peut-être, je sais pas, 15-20 secondes, puis après ça, j'ai été changé. Mais ça, c'était mon premier chiffre. Puis disons qu'il y avait assez de tension dans l'air. Il y avait l'électricité dans l'air. C'est fou de voir aussi, de t'entendre raconter ça. On te voit revivre ce moment-là comme ça s'était passé hier. C'est quand même cool. Là. Ton premier chiffre dans les nationales, moi, je pense, oui, j'ai été repêché par Canadien, mais je pense pas que j'ai j'ai grandi en Europe aussi, hein, donc j'ai pas eu le Canadien devant moi toute ma jeunesse. Je suis revenu ici, j'avais 13 ans, puis après ça, tout a déboulé. Là. J'ai joué une année Pee-Wee 2A, une année Bantam, puis après ça, je suis allé Midget 3, après ça, Junior. Fait que oui, le Canadien, c'était représentatif, mais j'ai pas vraiment grandi avec le Canadien. J'étais super content de me faire repêcher par le Canadien pour l'organisation. Serge Savard, mon année de repêchage, c'était l'année que la dernière fois que le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Je me souviens, c'était là. On était invités à l'occasion, les jeunes prospects allaient faire la tournée de Balmol. On jouait quelques matchs avec les gars. Il y avait beaucoup de Québécois dans ce temps-là avec Canadiens. C'était quand même assez plaisant là, de jouer comme ça.
on côtoyait les gars du Canadien, là, même si j'avais été repêché avant de les voir au camp d'entraînement. Ben oui, tout à fait. Maintenant, parle-moi un peu de la transition à Nashville. Comment ça s'est passé, le changement entre Montréal et Nashville? Comment tu as vécu ça? Parle-moi un peu de ça. Ben, mon année à Montréal, c'est quand même assez difficile. Ben, pas difficile. J'étais un jeune joueur, puis Montréal, il y a toujours la pression pour bien réussir. Les jeunes joueurs, de temps en temps, c'est plus dur d'avancer pour le développement, mais si je jouais pas. J'étais un petit peu le dépanneur de service. Là. J'étais ça à 4, j'étais ça à 1, j'étais ça à 2, j'étais à les estrades, j'étais à droite, j'étais à gauche. Je faisais tranquillement mon bout de chemin à travers tout ça. Puis Nashville, c'était la première année. Il y a eu le repêchage d'expansion. Ils ont repêché Thomas Vokoun, qui appartenait aux Canadiens. Puis moi, ils sont venus me chercher dans un échange, là, probablement contre une douzaine de pucks, là, et encore. Je me souviens plus c'était quoi le trade. Mais je me suis ramassé à Nashville et puis ça a été vraiment super. On était beaucoup de joueurs rejets, entre guillemets, que les équipes, pas qu'ils ne voulaient pas, mais qu'on n'était pas vraiment une priorité pour eux. On s'est ramassé là-bas, puis on a eu un super bel esprit d'équipe. On a commencé à construire quelque chose de bien, une bonne fondation, je pense, pour les Preds qui durent encore aujourd'hui. Ça va moins bien cette année, mais en général, je pense que David Paul il construit un beau marché de hockey là-bas. Puis on était la fondation pour ce que c'est aujourd'hui. Non, tout à fait. Puis tu as eu une saison de 40 points, ta meilleure saison dans la Ligue nationale avec les Preds. Est-ce que tu dirais que tu as saisi un peu cette chance-là? Justement, tu parlais du fait qu'il y a plusieurs joueurs qui n'étaient peut-être pas la priorité pour les équipes qui se sont ramassés là. Est-ce que pour toi, d'avoir peut-être un rôle un peu plus important, ça a été comme l'élément déclencheur, le fait que tu as été capable de produire à quand même un bon rythme? C'est en haut de 0,5 points par match cette saison-là. Là. Écoute, on était tous dans le même état d'esprit, si tu veux, le même mindset. On voulait tous se prouver. Individuellement, on voulait se prouver à nos coachs, on voulait se prouver à la Ligue qu'on avait notre place. Puis moi, je me suis retrouvé avec une ligne avec Ville Peltonen puis Scott Walker. Et puis les trois, on a eu 40 points cette année-là. Les trois. On jouait sur la même ligne. Ville Peltonen, il jouait sur le powerplay. Moi puis Scott Walker, on jouait en désavantage numérique. On jouait contre les grosses lignes beaucoup. Ça a vraiment été une superbe année. On est passé proche de faire les playoffs cette année-là. Ça aurait été vraiment exceptionnel la première année, mais il nous en manquait un petit peu. Puis, écoute, c'est vraiment une belle année. La seule affaire qui a gâché un petit peu ma fin de saison, c'est quand je me suis fait fracturer les vertèbres. Ça m'a mis de côté pour un long moment. Puis, bien honnêtement, j'ai eu beaucoup de peine à retrouver mon rythme de croisière puis d'avoir les mêmes opportunités que j'avais eues la première année. Après ça, je me suis déchiré l'abdomen, déchiré l'aine. Dans l'espace de 2 ans et demi, j'ai manqué 16 mois d'hockey par rapport à des blessures. Puis après ça, c'est dur. Parce que dans la Ligue nationale, tu débarques une semaine, 2 semaines, tu vas peut-être retrouver ta place. Mais quand tu débarques 1 mois, 2 mois, quand tu es un jeune qui n'est pas encore établi comme joueur régulier, il y a d'autres joueurs qui prennent ta place. Puis c'est ce qui est arrivé. Après ça, ça a été une bagarre d'essayer de me retrouver un poste régulier. J'ai été relâché par Nashville. Saint-Louis m'a ramassé au balotage. J'ai été joué dans les mineurs avec Worcester. Ça a quand même bien été. Saint-Louis avait une bonne équipe. S'en allait dans les playoffs contre Colorado. Je faisais partie des, entre guillemets, Taxi Squad, Black Aces. Après ça, je suis revenu au camp d'entraînement à Saint-Louis. Ça a bien été. J'avais fait l'équipe. Mais il ne pouvait pas me protéger puisqu'il y avait trop de joueurs protégés. Minnesota est venu me chercher. Puis, ça n'a pas super bien fonctionné au Minnesota. Il y avait beaucoup de joueurs comme moi au centre. Le même style de joueur. Il y avait Sergei Zoltak, il y avait Darby Hendrickson, Wes Walz, Jim Dowd. On était 5-6 joueurs exactement du même moule. Ces joueurs-là étaient là l'année d'avant. Il y avait déjà la confiance de Jacques Lemaire, de Mario Tremblay. Puis, je n'ai pas été capable de me faire ma place comme j'aurais dû. Puis, là, ils m'ont envoyé des mineurs à Houston. Thomas est né à Houston. C'est là que Thomas est né. J'étais là 1 mois. Ils m'ont échangé à Phoenix le lendemain de sa naissance. J'ai été à Phoenix un petit moment, mais là, Phoenix, ça allait vraiment pas bien. Puis, avant la période avant la fin de la période des échanges, ils m'ont dit on va t'envoyer des mineurs, on a peut-être des moves à faire. Puis, je ne sais pas si tu vas revenir, mais on verra.
Puis c'est ça, ça a été assez difficile cette année-là. Si tu fais 5 équipes dans une saison, ma femme qui est enceinte, qui me suivait du mieux qu'elle pouvait, c'était pas toujours évident. J'étais quand même prêt à me battre encore pour me gagner un contrat dans la Ligue nationale. Je m'entraînais super fort à Sherbrooke. On s'est installé là-bas. Puis finalement, ben, j'ai eu une offre pour la Suisse avec Christian Dubé. Puis je me regarde en arrière après. Je suis parti. Puis je m'étais tellement entraîné fort cet été-là que je suis arrivé là-bas. Puis j'ai été le meilleur joueur de la Ligue, joueur offensif. J'ai eu une super belle année. Puis après ça, ben, quand tu as une année comme ça, ben, tu reçois d'autres offres de contrat. J'ai re-signé 2 ans, puis 2 ans, puis 2 ans. Puis c'est ça. Au total, on était là-bas 10 ans. Puis tu as parlé un peu plus tôt dans l'entrevue que tu as grandi en Europe. Est-ce Oui. que c'est ce qui t'a amené vers la Suisse? Je pense que tu arrivais peut-être à la croisée des chemins dans ta carrière dans le hockey nord-américain avec beaucoup de déplacements. Tu as parlé justement de ta situation familiale. C'était quoi le move pour toi de choisir Ben, moi, de je te traverser dirais que l'océan? si j'étais célibataire ou j'avais juste ma blonde, probablement que j'aurais pris ma poche de hockey puis ma valise, puis je me serais encore battu pour me trouver un job dans les nationales. Mhm. J'avais pas tourné la page encore. Quand tu as un enfant qui arrive dans le portrait, tu commences à penser pas juste à toi. Mhm. Tout à Tu fait. penses à ton kid, puis tu penses à, OK, j'ai joué un peu dans les nationales, mais il faut quand même que je me mette de l'argent de côté pour mon après-carrière Mhm. si je veux faire quelque chose. Fait que l'opportunité de Berne est arrivée, puis je veux dire, j'ai eu vraiment une belle offre. Je ne pouvais pas refuser ça. J'avais rien. C'est pas comme si j'avais une offre de la Ligue nationale que j'ai refusé pour aller en Suisse. J'avais Mhm. rien. J'avais rien. J'étais agent libre du 1er au 15 juillet, 16 juillet. Pas beaucoup d'équipes avaient monté de l'intérêt. Ceux qui avaient montré de l'intérêt, c'était pour un two-way. C'était pas vraiment intéressant. Mhm. Puis là, il y a une belle offre qui arrive, la Suisse. À l'époque, je ne savais pas, mais Berne, c'est la plus belle ville de hockey en Europe. Tu joues devant 17 000 personnes à tous les matchs. C'est une ville extraordinaire. Non, fait que après ça, ça n'a peut-être pas été difficile pour moi de dire OK, on va rester ici. Comment ça s'est passé là-bas? Comment tu as trouvé ça? Visiblement, tu as dû tomber sous le charme un peu du coin, puisque tu as passé 10 saisons là-bas avec deux équipes différentes, 7 ans avec Biel, Berne, 7 ans à avec 7 ans, Berne. 7 ans avec Berne, 3 ans avec Biel. Ouais, ouais. Euh, Parle-moi de ton expérience là-bas. Qu'est-ce qui t'a charmé de la Suisse? Ben, tout d'abord, j'aimais beaucoup le hockey. Le hockey, c'est vraiment un super niveau. Ça joue très bien au hockey. Là-bas, ça travaille fort. Les joueurs ils ont du talent. C'est une ligue offensive, des grandes glaces. C'est parfait pour mon style de jeu. Puis comme j'ai dit tantôt, on jouait devant 17 000 personnes à tous les Mhm. matchs. C'est vraiment une ville de hockey. On était vraiment super bien traités au niveau de l'organisation. On avait un bel appartement entre la patinoire et la ville. Ça me prenait 10 minutes à aller à l'aréna à pied, 10 minutes à aller au centre-ville. Um, c'est une ville qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. On est à 40 minutes des Alpes bernoises. C'est Mhm. vraiment exceptionnel là, comme endroit. Donc, pour moi, c'était aucune question que je vais essayer de tout faire pour rester ici le plus longtemps possible. Bon, euh, après la première année, ma femme, elle était capable de commencer à travailler sur Lausanne. Avec elle, elle voyageait. C'était 1 heure de route. Donc, non, écoute, c'était une bonne situation pour elle. C'était une bonne situation pour moi aussi. Fait qu'on essayait d'étirer ça le plus longtemps possible. Puis comment ça s'est passé pour la situation familiale jusqu'en 2012 où vous êtes Oui, revenu ici? oui. Toute la famille était en Suisse avec toi? Oui, exactement. Chantal, mon épouse, elle a travaillé Mhm. 9 ans sur les 10 ans qu'on était là-bas pratiquement. Thomas est arrivé là-bas il y avait 6 mois avec nous. Puis ma fille Jade, qui est née à Berne Mhm. en 2005. Donc, de 2002 à 2009, on était à Berne. Après ça, c'est ça, 7 ans à Berne. Je pense que je suis un des étrangers qui est resté le plus longtemps avec Berne de toute leur histoire. Définitivement. Faudrait que je regarde, là, mais fait que j'ai beaucoup aimé ça. Vers la fin, je pense que c'est comme je pense qu'ils voyaient juste mes défauts, puis j'avais peut-être besoin d'un nouveau départ. Puis eux Mhm. aussi, il y avait peut-être d'autres étrangers en vue. Fait que ça s'est terminé quand même en assez bon terme. Mais Bienne, puis c'était juste à 30 minutes de route. OK. Donc, on touchait pratiquement pas au noyau familial. Ma femme qui était rendue maintenant, qui travaillait à Fribourg, c'est une autre 20 minutes dans l'autre Mhm. sens.
Moi, je partais 20 minutes vers 20 minutes, 30 minutes vers Bienne, puis les enfants ils restaient dans leur école à Berne. Fait que c'était vraiment super. Ma fille, elle patinait, moi, je jouais au hockey. Non, fait qu'on. Je pense que quand tu joues 7 ans pour une équipe, 3 ans pour un autre, mais que tu es capable de rester 10 ans dans un même appartement au hockey en Europe, c'est assez exceptionnel. C'est complètement l'inverse de ce que tu avais vécu C'est ça. à tes dernières années en Amérique du Ouais. Nord, où c'était difficile d'avoir une stabilité. Fait que c'est exceptionnel que tu aies réussi à bâtir cette stabilité-là Ouais, ensuite en Europe. Puis je suis convaincu que le hockey est de bon niveau, mais je suis surtout convaincu que la qualité de vie est quelque chose. Ça devait vraiment être très enrichissant c'est pour une toute la super, famille. oui, Vraiment, tout à fait. On a une super belle qualité de vie, mais ça coûte extrêmement cher. Mais heureusement, on avait les étrangers en Europe qui jouent en Suisse sont bien traités. Ils nous fournissent une voiture, ils payent notre appartement. Fait qu'on paye nos dépenses. Puis avec Chantal qui travaillait, on était quand même bien. Mais oui, en effet, juste le fait d'avoir l'appartement payé, c'est énorme en Suisse parce que les loyers coûtent extrêmement cher. Mais oui, c'était. Je suis retourné, je dirais, 4 ou 5 fois depuis 2012 que je suis retourné là-bas. Et puis à tous les jours, on s'ennuie beaucoup de vivre là-bas. On est super heureux ici, on est à Terrebonne, on est bien installé, on a nos amis, on a notre famille proche. Mais notre petite portion de vie qu'on a eue en Suisse, on l'a beaucoup, beaucoup appréciée. Mais oui, c'est clair. Mais je dirais même pas petite portion. C'est quand même 10 ans, là. C'est quand même quelque Ben, chose. je te dirais que maintenant qu'on est revenu depuis 2012, là, ça fait 9 ans. Mais avant que je rentre là, en 2012, l'endroit que j'avais habité le plus longtemps de ma vie, c'était en Suisse. Incroyable, ça. Tu sais, vraiment Mais de oui. dire, OK, parce que mon père, il jouait, fait que j'avais été à Vancouver, à Québec, on avait été à Tours, à Megève. Après ça, on est revenu à Terrebonne. Après ça, moi, j'ai commencé ma carrière. Fait que j'ai tout le temps fait un 2, 3, un 4 ans là, à droite, à gauche. Puis Berne, c'était l'endroit que j'ai habité le plus longtemps. J'avais même commencé à apprendre le suisse allemand. Fait que je baragouinais un petit peu mon chemin à travers tout ça. C'est super rare. Puis ça fait aussi de toi un hockeyeur avec un parcours très unique. C'est ça. C'est très cool comme perk d'avoir 10 ans après quand même plusieurs saisons dans le hockey pro. C'est pas comme si tu avais joué quelques années, c'est quasiment 20 ans. On va parler un peu d'après en terminant parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Très intéressant, Sébastien, toutes les anecdotes. Vraiment, c'est une très bonne entrevue. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la lignée de la famille. Tu viens de glisser un mot là-dessus. Ton père a joué. Tu as joué ensuite dans la Ligue nationale. Et maintenant, ton fils est repêché en deuxième ronde par les Sharks de San Jose. Vous avez organisé un super beau setup pour le draft. J'ai vu les stories, dépendamment qui allait repêcher Tom. Parle-moi de ce que ça fait d'avoir... Parce que je comprends, il y a toi, il y a ton père, mais il y a le successeur aussi. Là. Toi, tu es dans le milieu de tout ça. C'est quand même très particulier d'avoir autant de gens qui gravitent dans ce monde-là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ton gars qui pourrait suivre tes traces? Ben, tout d'abord, là, Thomas, quand il a décidé qu'il voulait jouer au hockey, pour moi, j'ai OK. Jouer au hockey, c'est cool. Je veux dire, c'est mon monde, c'est mon environnement que je connais, je vais t'aider le plus possible. Puis, je te dirais que le fait qu'il soit repêché, je trouve ça cool, vraiment cool pour lui. Mais pour moi, là, ce qui était vraiment le fun du moment qu'il a commencé à jouer au hockey, c'est tous les petits moments qu'on passait ensemble sur la glace. Puis même encore, j'adore entraîner mes joueurs. J'adore entraîner Marie-Philippe, Mélodie, Daou, etc. Les filles, j'adore ça. Puis quand mon gars est sur la glace, c'est d'autres choses. Tu comprends? Ben oui. J'ai tout le temps adoré être sur la glace avec lui. Et puis, pour le moment, ben, il se développe bien. Puis c'est le fun. Le repêchage, c'est une autre étape vers son objectif, qui est de jouer dans la Ligue nationale. Il est encore loin de son but, mais tranquillement, pas vite, il fait son chemin. Est-ce que tu demandes des conseils à ton père, des fois, dans sa gestion de la situation avec toi, dans le recul? Je comprends que tu n'es pas son coach, mais je me rappelle, dans l'organisation du Phoenix, te voir regarder jouer ton fils. Puis un gars qui aime le hockey comme toi, qui aime un gars comme il aime son fils, mélange les deux ensemble, puis ça donnait de la passion, pas à peu près. En as-tu déjà parlé avec Paulin de cette situation-là? Ben, je te dirais que quand Thomas était plus jeune, ouais, puis qu'il commençait, puis que, je veux dire, tu sais, le hockey, c'est un jeu qui se joue avec beaucoup d'émotions. Après ça, de bien canaliser ton émotion envers ton fils, envers tes joueurs, ou peu importe, c'est super important. Fait à ce moment-là,
quand j'ai commencé à coacher Thomas, j'étais assistant coach des Pionniers de la Naudière à l'époque, mais je demandais à mon père, comment tu dealais avec certaines situations par rapport à moi. Évidemment, c'était un autre niveau. Lui, il me coachait au niveau professionnel. Thomas, il était oui, c'est d'autres choses, mais quand même, je me demandais des petits trucs à droite à gauche pour. Il était passé par là, il avait l'expérience. Fait que, non, tu sais, quand un jour, tu vas peut-être avoir des enfants, tu vas comprendre que tu veux que tes enfants ils soient presque meilleurs que toi. Tu sais, ou qu'il n'y ait pas certaines déceptions que toi, tu as déjà eues. Tu es là pour un peu les protéger, les encadrer, mais pas vraiment les. Tu ne veux pas construire un trop gros cocon envers eux, parce que tu veux qu'ils fassent leur chemin eux-mêmes, mais en même temps, tu veux bien les guider. Fait que, c'est ce que j'essayais de faire, parce que je veux dire, on a tous des défauts, puis on espère que nos enfants ils vont être encore mieux que nous de ce côté-là, que ce soit au niveau caractère, que ce soit au niveau Thomas il voulait jouer au hockey, mais OK, quel genre de joueur de hockey qui va être, comment tu veux te développer, mais fais les choses de la bonne façon. J'ai tout le temps voulu qu'il devienne un joueur qui travaille fort, qui soit complet, qui joue sur 200 pieds. Fait que ça des fois, ça fait des flamèches parce que c'est un jeune âge, ils veulent juste scorer au début et ils ne comprennent pas toujours la grande photo qui va être en avant d'eux autres, là, mais c'est quand même agréable. C'est super intéressant de t'entendre. On va le rejoindre dans quelques instants. Justement, ton fils Thomas, qui va être mon prochain invité, va pouvoir faire du pouce un peu là-dessus, de son angle à lui. C'est comment d'avoir son père aussi qui est dans le portrait. Mais tout d'abord, je voudrais te remercier pour ces 30 minutes. Vraiment très, très intéressant. Je te remercie de ta générosité. C'est cool d'avoir un gars comme toi qui donne de son temps, qui veut compter des anecdotes. C'est très, très apprécié. J'essaie de monter un projet, puis quand les gens embarquent et me donnent du bon matériel, ça fait toujours chaud au cœur. Je suis convaincu qu'on a eu 25 personnes tout le long. Je suis convaincu que tout le monde a trouvé ça très intéressant. Puis, je te remercie beaucoup d'avoir participé. Merci, Mathieu. À bientôt. Merci. À bientôt, Seb. Bye. Donc, on va rejoindre Thomas Bordelot, le fils de Sébastien Bordelot, qui a été avec nous durant cette première entrevue. Très intéressant. Sébastien Bordelot, coach en développement des Prédateurs de Nashville dans la Ligue nationale de hockey. Vraiment, une entrevue très, très intéressante. Il nous a conté des anecdotes de son passage professionnel, comment il gère la situation avec son fils. Et on se rejoint dans quelques instants, justement, pour cette deuxième entrevue avec Thomas Bordelot. À tout de suite.